Alors, c'est quoi un conservateur alimentaire? Selon les industriels, ce sont des substances ajoutées aux aliments ou du moins aux produits alimentaires pour augmenter leur conservation. Donc ça réfère à augmenter leur durée de vie et éviter que le produit se détériore. Ces conservateurs peuvent aussi aider à lutter contre la détérioration des bactéries, des micro-organismes, des levures et des moisissures. Il y a deux types de conservateurs alimentaires, donc les naturels et les artificiels. Dans les naturels, on a les sorbates, les nitrites et les sulfites, alors que dans les conservateurs artificiels, on a les benzoates et les parabènes. Et là, je parle bien de conservateurs alimentaires, parce que si vous le savez déjà, ces ingrédients-là que vous venez d'entendre, ils sont aussi trouvés dans les cosmétiques et aussi dans certains produits ménagers. Il faut savoir que le marché des conservateurs est gigantesque. On parle de 3,4 milliards de dollars US par année. Et ça, c'est un chiffre de 2024. La pandémie de 2020 a considérablement augmenté la demande pour les conservateurs par les industriels, notamment en raison de la population qui a tendance à plus stocker de nourriture qu'avant. Alors bien sûr, les additifs alimentaires, surtout les conservateurs, sont très nocifs pour la santé. Le calcium disodique EDTA, par exemple, lui que l'on retrouve dans les conserves, les boissons gazeuses, les vinaigrettes ou encore dans le crabe en canne, est responsable de toxicité, d'inflammation intestinale et de carence en zinc. Je vais à la page 131 de mon livre et ça dit « Une toxicité intestinale jusqu'alors méconnue de l'EDTA a été démontrée par une équipe de chercheurs de l'Université médicale de Vienne. Les sels d'EDTA induisent une inflammation intestinale massive et une carcinogenèse colorectale accrue dans les modèles de culture animale et cellulaire, à des doses comparables à celles utilisées par l'homme. La perturbation de la fonction de la barrière épithéliale serait l'inflammation. » Donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 2021. On parle ensuite du propionate de calcium. C'est un sel de calcium de l'acide propionique qui est largement utilisé comme conservateur dans le pain. On le retrouve aussi dans les produits de boulangerie, bien sûr. Le propionate de calcium, c'est un perturbateur métabolique. Ce qui veut dire qu'il est responsable de diabète, qu'il est responsable d'hyperglycémie, il est aussi responsable de l'altération de la composition lipidique et bien sûr il augmente l'insuline. On peut parler aussi des benzoates, donc là il y en a plusieurs, il y a les benzoates de sodium, les benzoates de potassium. Le benzoate de sodium est utilisé pour conserver les aliments pour à peu près 2 ans. C'est aussi un agent de décapage pour enlever le vernis et la peinture. Et aussi qu'il y avait d'autres types, il y a le benzoate de potassium qui lui est aussi utilisé pour les feux d'artifice. On retrouve ces deux produits, les benzoates, autant dans les pâtes de tomates, beaucoup, dans les boissons gazeuses, bien sûr, beaucoup de choses se trouvent dans les boissons gazeuses, et dans les mayonnaises, les cornichons. Sur les étiquettes, on peut les voir sous forme de sel de sodium ou sel de potassium. Ça, c'est une astuce pour les rendre moins nocifs aux yeux des consommateurs. Pourtant, une étude publiée en 2014 va nous dire « Le benzoate de sodium, un additif courant dans les boissons populaires, a récemment été associé au TDAH. Ces données suggèrent qu'une consommation élevée de boissons riches en benzoate de sodium peut contribuer aux symptômes liés au TDAH chez les étudiants. » On a une autre étude qui va parler aussi des dangers des benzoates. Les deux additifs contribueraient à l'activation des voies inflammatoires dans les tissus hépatiques, donc hépatique, le foie. Des conservateurs alimentaires, il y en a plein. Un autre bien connu est le sulfite de sodium que l'on retrouve dans le vin, la bière, les fruits séchés, les chips, les mélanges de noix montagnards. Il est qualifié d'additif naturel, mais il est tout de même relié à l'asthme et à certains problèmes respiratoires. Et pour certains aussi, il va créer des maux de tête. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude de boire du vin, qui vont tout simplement ouvrir la bouteille, l'aérer, la décanter pour que les sulfites diminuent et pour éviter d'avoir un mal de tête. L'acide citrique,
très connu et largement utilisé aujourd'hui par les industriels. On le retrouve dans les jus de fruits, les houmous, les bonbons, les boissons énergisantes, certains sodas aussi. L'acide citrique est associé à plusieurs problèmes de santé, notamment les douleurs articulaires et musculaires. Mais attendez, je prends mon livre parce que je pense qu'il en reste. Crampes abdominales, réactions d'hypersensibilité telles que l'asthme, automycose, on parle ici de l'affection de l'oreille due à un champignon, les infections cutanées, la pneumonie et aussi même la rhinosinusie. Il faut savoir que l'acide citrique, isolé au départ à partir du jus de citron, est entièrement synthétique aujourd'hui. C'est une poudre blanche qui est développée à partir de souches de la moisissure Aspergillus niger, désolé si je prononce mal mon latin, et qui crée de l'acide citrique en contact avec de la mélasse qu'elle va faire fermenter. C'est la célèbre multinationale Pfizer qui a développé cette façon de faire, et ce depuis 1919. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter et surtout à acheter mon livre, Le livre des poisons alimentaires, que vous pouvez acheter sur mon site internet ou encore sur Amazon. Dans mon livre, il y a tout un tas d'informations sur les poisons alimentaires les plus courants. Donc vous achetez ce livre, vous avez toutes les informations, vous avez les dernières études aussi, c'est très important aujourd'hui, puis vous savez à quoi vous attendre. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous.